tarefa de negros livres e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual tune de Palmares, soberana quilombola. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une grande dame, une afro-brésilienne, une femme abolitionniste au Brésil qui a vécu donc au 19e siècle. Son nom c'est Luisa Mahin. Luisa Mahin, c'est ça son nom. Alors, qui est cette femme? Il y a plusieurs versions concernant son lieu de naissance, mais pour certains, elle est née à Costa de Mina, qui signifie la Gold Coast, hein, ou la Côte de l'Or, donc qui correspond à l'actuel Ghana aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest. Pour d'autres, elle est née dans la province de Bahia au Brésil. Donc, ce n'est pas une personne qui serait venue de l'Afrique, mais qui est née au Brésil. Mais en ce qui me concerne, après avoir fait des recherches sur cette dame, la première piste est la plus plausible. Elle serait véritablement née en Afrique et venue en tant qu'esclave. Luisa Mahin donc a vécu quelques années comme esclave avant d'être affranchie. C'est en 1812 qu'elle va donc racheter sa liberté, mais on ne sait pas trop par les conditions de son affranchissement. Est-ce qu'elle a été affranchie? Est-ce qu'elle l'a véritablement racheté? Les sources ne sont pas très claires là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'après son affranchissement, elle devient une femme très engagée dans la lutte contre l'esclavage. En ce qui concerne sa vie familiale, elle est mariée à un Brésilien d'origine portugaise, donc un colon blanc. C'est avec elle qu'il va avoir un célèbre fils qui s'appelle Luiz Gama, qui va être un très grand poète et lui-même abolitionniste du Brésil à la fin du 19e siècle. Alors, après donc qu'elle ait eu son affranchissement, Luisa Mahin donc refuse de vivre comme une femme indépendante qui oublie les autres esclaves dans les plantations. Elle décide donc de s'engager et d'être solidaire avec ces gens-là. Mais elle décide également de vivre comme une femme indépendante, ne dépendant de personne, et devient une agricultrice. Donc, elle fait partie donc de ces grandes personnalités noires, de ces femmes noires qui ont marqué le 19e siècle, par leur engagement contre le système esclavagiste, comme nous l'avons bien rappelé. Elle va participer à plusieurs révoltes, notamment au milieu des années 1830. Et pour cela, elle va mettre en place une stratégie de communication avec ses collaborateurs, donc les esclaves. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire des messages en arabe. Donc ça confirme aussi que c'était une femme qui avait appris soit l'arabe ou le Coran en Afrique avant de venir. Et c'est ça qu'il utilisait. Et c'est aussi, ça montre que parmi ces esclaves qui étaient là au Brésil, il y avait aussi d'autres qui étaient originaires de cette région d'Afrique qui étaient islamisés, qui lisaient l'arabe et le Coran. Donc c'est ça que ça nous indique. Donc Luisa Mahin donc est traquée et poursuivie par ses actions, mais elle va participer avant d'être poursuivie à deux grandes révoltes. En 1835, la révolte de Maelech, qui va être une des grandes révoltes au Brésil pour la libération des esclaves, et une autre révolte 1837-1838, la révolte de Sabinado, là où également elle va apporter une forte contribution. Puis, très menacée, traquée, donc elle va s'enfuir et puis elle se retrouve à la ville de Rio de Janeiro. Là également, elle va participer au soulèvement des esclaves et par la suite, elle est condamnée quelque temps avant d'être déportée donc en Afrique et pas avec d'autres esclaves. Alors certaines sources indiquent qu'elle est ramenée en Angola. On sait très bien que l'Angola faisait partie du grand empire du Congo où les Portugais sont arrivés dès le 15e siècle et puis après la christianisation et aussi l'esclavage, il y a eu beaucoup d'esclaves originaires de cette partie de l'Afrique qui ont été envoyés au Brésil. Mais d'autres sources affirment qu'elle a simplement été renvoyée en Afrique, mais on ne sait pas exactement dans quel pays aujourd'hui ça correspond. Alors, ce qui est sûr, c'est que après cette date, on n'a pas eu de traces de Luisa Mahin, jusque dans les années, au début des années 1880. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette date-là?
Son fils, donc, Louis Gama, est devenu un grand poète et célèbre, et il donne un document très précieux. C'est une lettre autobiographique intitulée, en portugais brésilien, Lances de Ridos. Donc, Lances de Ridos, c'est ça la lettre. Et c'est une lettre donc très très importante. Voici le contenu de la lettre en portugais, et je vais lire quelques paragraphes en portugais, puis je vais dire la version française. Sou filho natural de uma negra africana, livre de Costa Mina, Nago de Nansao. De nome Luísa Maia, paga que sempre discurso o bastimo e doutrina cristã. Minha mãe era baixa de Estura, magra bonita, e cor e dum preto, virtento e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos, com a nave era muito altiva, de sua insofrida e vingativa, etc., etc. Donc, il y a encore beaucoup de paragraphes qui sont en portugais, mais la traduction française, c'est une lettre qui a été traduite aussi en anglais et dans d'autres langues. Je suis le fils naturel d'une africaine noire et libre de Costa Mina, Nago de Nassau, donc une femme Nago. Les Nago, c'est des gens, c'est des populations de l'Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Bénin et des pays alentours. Mais en réalité, c'est des Yoruba, mais qui sont islamisés. Ça confirme la piste que c'était une femme islamisée, puisqu'elle maîtrisait les lettres arabes, et c'est ça qu'elle utilisait comme moyen, stratégie de libération. Donc, Nago, nommée Luísa Maia, païenne, elle écrit ici païenne, mais ça montre simplement qu'elle n'est pas convertie au christianisme, même si elle s'appelle Luísa, qui a toujours refusé le baptême et la doctrine chrétienne. Ma mère était petite, mince, belle, de couleur noire foncée et sans éclat. Ses dents étaient blanches comme la neige. Elle était très altière, combative, nerveuse et vindicative. Elle faisait du commerce. Elle était une marchande de légumes très laborieuse, et plus d'une fois à Bahia, elle a été arrêtée comme suspecte d'être impliquée dans les plans d'insurrection d'esclaves qui ne furent suivis d'aucun effet. Elle était dotée d'activité. En 1837, après la révolution du docteur Sabino à Bahia, elle vint à Rio de Janeiro et ne revint jamais. Je l'ai cherchée en 1847, en 1856, en 1861 à la cour sans pouvoir la trouver. En 1862, j'ai appris de quelques mines noires qui la connaissaient, qui n'ont donné des signes certains qu'elle accompagnait des camarades fauteurs de troubles dans une maison de fortune. En 1838, elle avait été mise en prison et que ses compagnons disparu. Selon mes informateurs, ces mutins ont été envoyés par le gouvernement qui, à l'époque, traitait strictement les Africains libres, considérés comme des provocateurs, donc déportés en Afrique. Je ne puis obtenir rien de plus à ce sujet. Donc cette lettre, elle est vraiment importante, puisqu'elle montre effectivement l'origine africaine de Luísa Maia. Si elle est une femme Nago, on sait que les Nago, ça existe comme ethnie, et que c'était des musulmans de l'ethnie Yoruba. Ça, c'est dans l'histoire africaine, c'est clair et net. Son origine religieuse est là, donc son origine ethnique, mais aussi son refus de se convertir au christianisme. Donc ça également, ça montre qu'elle avait embrassé la foi musulmane. Généralement, les gens qui sont dans une religion ne veulent pas changer de religion, mais ceux qui sont des religions traditionnelles, souvent se convertissent plus vite. Mais une fois qu'on a épousé une religion, qu'on soit chrétien ou musulman, les conversions ne sont pas toujours authentiques, rapides, automatiques. Donc on voit qu'elle est envoyée comme esclave. La lettre également décrit son aspect physique, comment elle était, son caractère, sa personnalité, mais aussi la lettre confirme son engagement, sa participation à ces révoltes et sa volonté de contribuer à la liberté des esclaves noirs du Brésil. Donc c'est véritablement une grande femme qui aujourd'hui est revisitée dans l'histoire du Brésil. Elle a laissé un legs très important à plusieurs niveaux aujourd'hui. Dans le domaine de la littérature afro-brésilienne, on la voit. Il y a beaucoup de livres qui sont maintenant consacrés à elle. Elle fait l'objet de débats et de conférences un peu partout au Brésil. En dehors de la littérature, on trouve aussi la figure de Luísa Maia dans les moments de célébration culturelle. Beaucoup de femmes aussi ou de personnalités brésiliennes s'identifient à Luísa.
On la voit sur un billet de banque de la Jamaïque avec la nana marron, hein, donc qui symbolise que cette femme-là aussi, elle avait joué le rôle tellement important qu'on la met au même piédestal que les femmes marron en Jamaïque qui ont véritablement lutté contre l'esclavage. On la voit également dans les chansons, dans la musique où de plus en plus les jeunes la chantent. En plus de cet héritage aussi, il faut rappeler que c'est elle qui est la mère du monumentissime poète brésilien, du poète abolitionniste Luiz Gama, qui est vraiment une grande personnalité dans l'histoire brésilienne. Donc voilà pour l'histoire de Luísa Maën, cette femme afro-brésilienne qui a véritablement joué un rôle très important dans l'émancipation des Noirs, pour la libération et pour mettre fin à l'esclavage. Elle est de plus en plus revisitée ces dernières décennies car le mouvement féminin afro-brésilien aussi s'est approprié de cette femme-là, de son parcours, de son image. Voilà l'histoire de Luísa Maën, l'abolitionniste noire du Brésil. Merci beaucoup.